Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. On a cette tendance aujourd'hui, c'est de prendre soin de soi avant que le problème arrive. Donc c'est apprendre à se connaître. Et ces plantes, elles permettent d'une certaine manière de se reconnecter à soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre mes fonctionnements, mes limites. Et dès le moment que je connais mes limites, je connais mes manières de fonctionnement, ça va être plus facile d'interagir et de naviguer dans un monde qui est de plus en plus complexe. Merci et bienvenue. Voici cette nouvelle rencontre que nous allons vous proposer maintenant avec mon invité. On va partir un peu loin. On va aller du côté de l'Amazonie, notamment à la rencontre des peuples premiers. Comment apporter cette magie curative de l'Amazonie à toutes les personnes qui en ont besoin quand les secrets des peuples premiers révolutionnent véritablement notre bien-être. Et c'est ce qu'on va voir avec mon invité, donc Laurent Geller, installé sur les canapés. Bonjour Laurent. Bonjour Marc. Merci infiniment. Je suis ravi que vous soyez là. On va parler donc de ces peuples premiers. On va parler... Alors, évidemment, on va tout de suite ouvrir de très très gros guillemets parce que quand je vois notamment ce qui est inscrit sur ma fiche de production pour la préparation de l'émission, je vais lire texto ce qui est écrit. Et puis, je vais vous dire pourquoi les guillemets sont assez gros ici en France. Je rappelle que vous êtes suisse. Et vous dites ceci, vous êtes un expert en médecine naturelle, en médecine intégrative et en médecine ancestrale. Le mot médecine en France, il est très vite cloisonné. Chasse gardée. Vous comprenez ça? Tout à fait. Je comprends que ça soit chasse gardée, cloisonnée. C'est pas le cas chez vous? C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas enfin, c'est cloisonné, mais je veux dire, que ça soit en Colombie ou en Suisse, on travaille avec des médecins, on a des professionnels et des experts dans chaque domaine. Et donc, effectivement, quand on a créé la société, on l'a créé avec des médecins. Et avec cette expertise en médecine naturelle, médecine intégrative et médecine ancestrale des communautés indigènes avec qui on travaille. Avec qui vous travaillez. Mais en tout cas, l'utilisation du mot médecine ne pose pas de problème. Non. Parce que c'est validé. C'est validé, oui. Bon. Et ça, c'est important de refermer ces gros guillemets parce que on nous tombe tout de suite dessus et on va avoir des commentaires en disant mais quel droit vous permettez de parler de médecine et sur notamment ce que vous allez préconiser aujourd'hui. Mais votre histoire est assez incroyable. Vous avez créé Tatoi qui est alors la présentation de Tatoi. Qu'est-ce que vous diriez pour présenter cette société? Alors Tatoi, c'est le lien entre les savoirs ancestraux des communautés indigènes et notre société occidentale. Donc l'objectif de Tatoi, c'est de faire ce pont entre ces savoirs qui sont empiriques et qui sont en voie de disparition et nos besoins occidentaux en termes de santé mentale, émotionnelle, prendre soin de son âme, mais aussi en termes de santé intégrative. Donc notre objectif, c'est vraiment de rendre accessible cette médecine et de commencer à la diffuser un peu partout dans le monde. L'information que j'ai apprise, c'est que vous dites, et vous le répétez aussi là à l'instant, c'est que cette médecine-là, de ces savoirs ancestraux, elle est en voie de disparition. Oui. Je pensais que c'était un truc qui se perpétuait évidemment de génération en génération et qu'effectivement elle était et elle restera toujours en place. Alors effectivement, elle est en voie de disparition, comme on a pu l'observer à l'époque avec la chasse aux sorcières qu'on a pu vivre dans le Jura, en Europe, où beaucoup de savantes, de savants, de personnes qui avaient ces savoirs ont été exterminés. Et puis avec eux leur savoir qui était aussi empirique. Donc on a beaucoup de savoir sur des plantes qui viennent d'ici, qui ont disparu. Et ces communautés indigènes, finalement, se passent leur savoir de génération en génération, de bouche à oreille. Et ces communautés commencent à se réduire pour différentes raisons. Il y a de l'extermination, il y a des déplacements, il y a une déculturalisation qui se fait depuis pas 100 ans, mais bien plus. Et donc on note que gentiment, on est en train de perdre l'accès à ces savoirs qui sont millénaires. Entre deux mondes. Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolés, il est possible d'y recevoir des messages, des signes, des images et des visions. Entre deux mondes. Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique, entre deux mondes, est à votre portée sur abctalk.fr.
pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager de si belles émotions ensemble. entre deux mondes. Et on va voir, et c'est ça qui va être intéressant, que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que vous tombez dans la marmite de ces savoirs ancestraux, pourquoi est-ce que vous êtes fasciné par ça, alors que vous venez d'un univers qui est juste à l'opposé de tout ça. Vous avez fait des études de droit, diplôme d'ingénieur, vous travaillez dans l'industrie bancaire, si je puis dire, c'est ça, hein, dans les billets de banque, exact, les billets de ouais. banque. Ah ouais. C'est vous qui faisiez les billets de banque? Ah, j'aurais bien aimé, mais c'était pas ça c'est encore une entreprise qui fabrique les machines pour imprimer les billets de banque. Donc toutes les séries de machines qui permettent de réaliser Les billets. du début jusqu'à fin des billets. Ouais. Donc vous connaissez tous les rouages de la création des billets de banque. Non, pas jusqu'à là. Et puis ensuite, vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique. Exactement. Et vous appelez ça Big Pharma. Il y a beaucoup de gens qui, de manière un peu péjorative, appellent ça Big Pharma. Bon, on rentre pas dans la polémique. Bon, en tout cas, votre cursus n'a rien à voir avec les savoirs ancestraux. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, je fais ce que je faisais il y a 30 ans en arrière. C'est-à-dire que il y a 30 ans en arrière, j'étais ingénieur, donc je codais des programmes pour l'utilisateur final. Donc, je traduisais un langage machine pour le rendre accessible à des utilisateurs qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, je fais la même chose avec des plantes. Donc, je traduis d'une certaine manière ce que la plante a à nous apporter pour le rendre accessible sous sa meilleure forme à l'utilisateur final. Donc, j'ai juste changé de média et puis d'interface. Et en 2014, donc, vous allez créer Tatoi avec votre épouse. Vous permettez que on la présente parce qu'elle est sur votre site internet. Elle est colombienne. Elle est colombienne, oui. Et vous la rencontrez là-bas? Je la rencontre là-bas en 2014. Ok. Effectivement. Et vous alliez là-bas pour des vacances. Ouais, c'est ce que je croyais. Effectivement. Et lorsque vous arrivez là-bas, évidemment, cette dimension du savoir ancestral, des savoirs ancestraux, parce que vous vous définissez comme un explorateur des savoirs ancestraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez à la rencontre de ces peuples premiers, de leur sagesse, de cette boulimie d'envie de connaître leur méthodologie, la façon dont ils se guérissent, dont ils se soignent, dont ils avancent dans la vie? Exactement. Le fait de pouvoir être à côté de ces sages, de ces autorités supérieures, des membres des communautés, de pouvoir partager avec eux un bout de chemin, déjà en pleine jungle amazonienne, de voir tous les savoirs qu'ils ont auprès des plantes, des arbres, de leur interaction, des synergies, etc. C'est tellement puissant, c'est tellement profond que comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un peu tombé dans la marmite et ça m'a tellement fasciné. Mais en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui me fascinait depuis longtemps, mais qui était dormant. Et ça s'est réveillé quand je suis arrivé en Colombie. J'ai eu cette chance de pouvoir être présenté à des communautés, d'avoir été accepté. Et leur travail est fascinant, est juste extraordinaire. Et l'idée, c'est d'importer leur savoir? Alors l'idée, c'est de diffuser leur savoir. Ils ont cette envie de diffuser ces savoirs, de le rendre accessible. Avant, on allait voir le médecin traditionnel, le chaman dans son environnement. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Le chaman, le médecin traditionnel sort de son environnement, va diffuser ses savoirs. Et puis donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on étudiait des plantes et on cherchait à savoir quelle communauté indigène était responsable de sauvegarder les savoirs ou des plantes qu'on étudiait. On a approché ces communautés, on a étudié la partie scientifique, la partie ancestrale. Je l'appelle toujours l'école des deux sables de Miyamoto Musashi pour ceux qui connaissent les arts martiaux. Et puis finalement, de cette intersection, on a créé des produits qui permettent d'être consommés par une société occidentale qui n'est pas habituée à vivre comme ces communautés indigènes. La première info qui est intéressante, c'est qu'on pourrait imaginer que ces peuples premiers, ils ont envie de garder ça pour eux, de préserver ce patrimoine qui fait partie de leur histoire, de leur vie. Or non, ils ont plus envie de dévoiler l'information et de partager l'information. Oui, c'est toujours une question qu'on me pose et qui est assez intéressante. Je pense que il y a deux raisons. La première, c'est la réduction des communautés, des peuples et des communautés. Donc, ils sentent un peu ce besoin de diffuser pour ne pas laisser périr des savoirs qui d'une certaine manière ne vont pas périr, mais ils vont disparaître, ils vont être difficilement accessibles. Et puis, la deuxième, je pense que c'est cette urgence planétaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que ces communautés ressentent. Il y en a certaines qui nous le partagent et qui nous disent il est temps de
de diffuser ces savoirs pour que l'humanité se reconnecte à la nature, à quelque chose de plus grand, à cette conscience amplifiée que nous sommes plus que juste un corps fait d'os et de chair. Est-ce que il n'y a qu'en Amazonie que vous êtes allé? Il y a, enfin, en Amazonie, il y a l'Amérique latine, donc la partie Amazonie, c'est plus sud de la Colombie. Après, il y a le nord de la Colombie, où il y a les Arhuacos, notamment la Sierra Nevada. Donc là, on n'est déjà plus en Amazonie. Il y a des communautés avec qui on travaille du Mexique, Pérou, Brésil. Mais principalement, l'Amazonie en Colombie, c'est... bon, pour vous, c'est insignifiant, mais c'est, je dis toujours, c'est 5 fois la taille de la Suisse. Donc c'est déjà assez grand quand même. C'est pas mal, ça représente un 55e de la totalité de l'Amazonie qu'on trouve en Amérique latine. Donc et il se laisse approcher facilement? Ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'on approche une communauté, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'approchais une communauté, on m'a présenté, puis une deuxième, puis une troisième. On commence à être connu et reconnu. Donc on commence à parler de nous, et puis le grand blanc commence à être accepté. Et alors, c'est ça qui est fascinant parce qu'on voit, je mets quelques images comme ça que j'ai pu récupérer directement sur vos sites, et c'est vrai que quand on se regarde et quand on les voit comme ça, ils vivent aux antipodes de ce que nous vivons à l'occidental. C'est-à-dire qu'ils vivent avec rien et pourtant ils ont tout. Le savoir et ils sont en bonne santé. Contrairement à nous, qui passons notre temps à nous plaindre et à avoir des petits bobos à droite à gauche. Et à être sans doute comme le disent les statistiques, les champions du monde de la consommation d'anxiolytiques. Mais eux non, visiblement. Quand vous dites étudier les plantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre déjà leur utilisation au niveau scientifique, c'est-à-dire quels sont les composants, les molécules qui caractérisent une plante. Donc ça, c'est plus la partie scientifique, où on a tendance à isoler les molécules et à s'intéresser juste à ce qui nous intéresse, versus ce que les communautés indigènes conçoivent, c'est-à-dire prendre la totalité de la plante. Donc avec cet effet entourage, on parle d'effet entourage, l'interaction entre les différentes molécules, et donc ces deux approches qui sont totalement différentes, mais qui peuvent être réunies l'une dans l'autre. Donc c'est l'étudier avec deux points de vue différents pour comprendre comment est-ce qu'on l'utilise dans la science, puis comment les communautés indigènes les utilisent depuis des milliers d'années. Alors il y a aussi quand même une notion qui est importante, et nous on le répète régulièrement ici, c'est que quand on parle de ces plantes, notamment en Amazonie avec ces savoirs ancestraux, on a tout de suite quelques noms qui nous viennent en tête, avec une interdiction immédiate parce que c'est illégal ici en France. Le fait de travailler ces plantes-là et de récupérer les molécules de ces plantes pour ensuite faire les produits qu'on va présenter maintenant, est-ce légal? Alors oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, dans nos processus de fabrication, on utilise des processus de fabrication qui sont ancestraux, qui sont basés sur ces savoirs qui sont alchimiques. On a de la spagyrie, on a différentes techniques de fabrication qui permettent de garder la totalité de la plante. Donc d'avoir cette intelligence intermoléculaire qui finalement est un peu le chef d'orchestre de toutes les molécules et qui permet de déterminer quelle est la molécule qui va rentrer en jeu, quand et comment. Les processus de fabrication qu'on utilise, les méthodes d'extraction, nous permettent d'avoir des plantes qui sont totalement légales. Bien entendu, on travaille uniquement des plantes qui sont légales pour la partie Suisse et Europe. Les produits se trouvent en vente libre en pharmacie en Suisse. Et donc, il y a certaines plantes qui sont un peu moins légales, mais qui le sont en Colombie et qu'on travaille uniquement en Colombie. Alors, on va voir quels sont les bienfaits. Alors là, vous montrez effectivement une photo. Je sais pas si c'est une vraie photo, non, ou c'est une photo d'illustration? C'est une photo d'illustration. C'est une photo d'illustration, voilà. Ça, c'est le laboratoire, on va dire, voilà, vous travaillez dans de bonnes conditions. Allez, on va considérer que c'est votre laboratoire. Et toutes ces années de travail, d'expertise, d'analyse de ces plantes, vous en avez fait toute une gamme de produits. Et chacune de chaque gamme, chaque produit a sa spécificité. Oui. Par exemple, vous m'avez amené deux petites fioles qui sont ici, sous forme de spray. Exact. Comment est-ce que vous avez déterminé les bienfaits? Pourquoi considérer que cette fiole peut impacter sur telle... on parle de quoi? De pathologie, de problématique, de... Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on peut pas parler de pathologie, oui. Mais c'est des... on dit que c'est des co-aidants dans des cadres spécifiques. Donc, la première plante que vous montrez tout à gauche, c'est une plante qu'on utilise énormément en Colombie pour tout ce qui est troubles hormonaux.
problématiques. Ça peut être de l'hypothyroïdie, ce genre de choses, mais toujours en complément de la médication. On a des médecins, on a des thérapeutes. C'est une plante qui va travailler sur la Kundalini, sur les chakras, et qui va permettre de manière assez intéressante d'amplifier notre système onirique. Et donc elle va nous connecter à nos parts d'ombre et à notre part lumineuse. Et donc on va prendre conscience de nos comportements toxiques, de peut-être ce qu'on a changé dans notre vie pour manifester quelque chose de différent. Et ça, elle va nous le présenter durant les rêves. C'est assez intéressant parce que finalement, à travers les rêves, on explore son subconscient. Et donc là, c'est spécifique à ce qu'on a besoin de comprendre pour aller de l'avant. Vous savez qu'en règle générale, on aime les études en France, on aime les analyses scientifiques, on aime ensuite les publications scientifiques autorisées, comme on dit. Est-ce que vous avez fait analyser ça et comment est-ce qu'on peut analyser quelque chose dont le résultat se trouve dans nos rêves? Alors, il y a des résultats au niveau physique qui sont observables. Donc, on est en cours. Donc, on a fait des analyses en Colombie, on a fait des études en Colombie. On nous a demandé des études plus légales entre guillemets. Pour moi, elles sont légales et tout à fait conformes. Mais donc aujourd'hui, on est en études précliniques avec l'université et la faculté de naturopathie et de sciences orthomoléculaires à Rome, avec le professeur Pamphili notamment. On est en train de faire une étude en double aveugle en Suisse avec une des plantes. Donc on est effectivement en train d'apporter ce cadre un peu scientifique pour démontrer nécessaire. Des choses qui fonctionnent depuis des milliers d'années. Bien sûr. Je rappelle que ça, encore une fois, et vous l'avez dit, ça vient en complément. Tout à fait. D'un avis médical et d'une médicalisation classique. On est d'accord. On travaille avec des psychiatres, des médecins, des psychologues, principalement en Suisse, avec ces produits. Donc effectivement, ils les utilisent en complément en fonction de ce qu'ils observent. Le deuxième, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est l'esprit clair, le moment présent. C'est pour toutes ces dispersions, ces troubles de l'attention, cette hyperactivité, cette confusion, cette procrastination qu'on peut avoir. Et c'est une plante qui va nous mettre vraiment sur ce qui est prioritaire pour nous. Donc c'est juste extraordinaire. On va remarquer que les nuages contaminants qui nous freinent un petit peu durant la journée vont disparaître et on va être beaucoup plus productif avec cette plante. Incroyable. Mais alors, on consomme ça de quelle manière donc? Donc ça, c'est 2 sprays sous la langue 4 fois par jour, du début jusqu'à la fin, pour avoir un impact au niveau cellulaire. On parle d'épigénétique quantique, de changement vibratoire au niveau cellulaire. Et donc, on parle de cycle de régénération cellulaire sur 21 jours. Voilà. C'est pas sur 21 jours qu'on change toutes nos cellules, mais il y a un grand changement cellulaire qui opère dans cet espace-temps. Alors, la gamme des produits que vous proposez, combien est-ce que vous avez de produits aujourd'hui qui sont analysés et vendus, notamment en Suisse? On les trouve en France alors ou pas? On les trouve en France. Ok. Tout à fait. En Suisse, on a une gamme de 9 essences florales. En Colombie, on a une 60aine de produits. Donc on a aussi tout ce qui est dégénération au niveau neuronal, troubles du sommeil, partie digestive haute, partie digestive basse, troubles dégénératifs au niveau ostéo-articulaire, mais toujours avec une approche intégrative ou holistique, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement traiter la manifestation, mais on va aller chercher la cause et l'origine de la problématique. Donc par exemple pour de l'ostéo-articulaire, la dégénérescence au niveau ostéo-articulaire, on va travailler sur le système immunitaire, le système hormonal et sur la partie localisée de la douleur. Mais qui fait ce constat-là et ce bilan-là avant de savoir que vous avez précisément besoin de ça? Donc quand on crée des produits, généralement on a des partenaires, on a des médecins, des partenaires avec qui on travaille en Colombie. Donc on diffuse nos produits, ils sont testés à l'aveugle. Il y a une phase de test préclinique qui se fait avec les patients, avec les différentes personnes. Et si les produits apportent les résultats qui sont définis dans cette intersection, ben ils sont sortis sur le marché. Et moi, en tant que particulier, qui définit que j'ai besoin de ce produit-là? Puisqu'il n'y a pas de médecin qui est là pour me dire tiens, vous avez besoin de ça, mettez-vous 4 petites doses là, et puis ça va aller toute seule. Alors, qui définit ça? Alors, pour ces produits-là, cette gamme-là, vous pouvez très bien le définir vous-même. Okay. Donc, ce sont des plantes adaptogènes, comme l'ashwagandha qu'on connaît assez bien, qui vont s'adapter à vos besoins et à ce que vous avez besoin de comprendre. Donc, si vous avez rien besoin de comprendre, bah, la plante n'aura aucun effet sur vous.
D'accord. Puis si vous avez besoin de comprendre quelque chose, elle va vous montrer ce dont vous avez besoin de comprendre. Et c'est assez intéressant parce que vous mettez 5 personnes assises ici et vous donnez aux 5 personnes la même plante, il y aura 5 compréhensions différentes. Et c'est ça qui est intéressant finalement. Et c'est ça peut-être auquel la médecine pourrait retendre. C'est vraiment d'être personnalisé à la personne qu'on a en face et de prendre tout son environnement. Parce que vous savez, j'imagine que vous avez bien réfléchi à ça avant de venir ici, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont évidemment se poser des questions. Est-ce qu'il y a des effets placebo? Est-ce que tout ça est bien vérifié, etc. Ce sont des questions légitimes qu'on peut se poser parce qu'on est aussi conditionné dans un système en France, à l'occidental, qui nous impose d'avoir ce genre de réaction ou de commentaires. Tout à fait. Donc vous êtes OK avec ça? Oui, je suis tout à fait conscient. Ouais, c'est ça. Non, mais et vous n'avez pas ça en Suisse? Si, bien sûr. Bien sûr. Mais vous savez, aujourd'hui, la médecine est en train d'évoluer énormément et on prend conscience que c'est pas uniquement important de vivre plus longtemps, c'est aussi important de vivre mieux. Donc disons que si dans certaines choses de la vie, il y aurait un effet placebo qui pourrait influencer sur la qualité de vie de la personne et que ça influence positivement, d'une certaine manière, c'est réussi. Ouais. Et l'effet placebo aujourd'hui, il est mesuré, il est mesurable dans l'interaction qu'a un médecin avec un client, avec un patient, avec je dis client parce que les thérapeutes, oui. voilà, bref, c'est un biais, mais on a remarqué que un médecin qui est une relation positive avec son patient, il aura une influence jusqu'à 30% sur la qualité de son traitement. Alors que s'il a une interaction négative, il peut avoir une influence jusqu'à 30% négative. Ouais, et ça, c'est prouvé. Ça fait une grosse différence quand même. Troubles du sommeil, procrastination, quelle autre entre guillemets problématique avec justement les produits que vous proposez sur votre site d'ailleurs, sur Tatois, vous pouvez nous donner comme information? Alors il y a la confiance en soi, l'amour pour soi. C'est assez intéressant de se dire qu'une plante permet de nous reconnecter à l'amour pour soi et à la confiance en soi. Incroyable. Mais ça vous allez mettre tous les thérapeutes vont se dire attendez, non, prenez pas ça, vous allez m'enlever mon job. Mais justement tous ceux qui travaillent sur l'amour de soi. Mais justement pas. Ce qui est intéressant, c'est que si quelqu'un travaille sur l'amour de soi, moi je dis toujours, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est un prof que j'avais qui disait toujours le cimetière est rempli de gens parfaits. Donc ça veut dire que jusqu'à là on est là pour apprendre, dépasser, transformer. Donc si on a des patients qui dépassent et transforment l'amour pour soi, ils vont venir avec quelque chose de plus profond. Et donc ils vont forcer le thérapeute à être meilleur. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. Donc l'amour pour soi, quelle est la plante qui peut régler ça? Elle s'appelle chichara. C'est un nom compliqué. Je vais pas vous le faire répéter. Non, chichara, ok, pas de problème. Donc amour pour soi, c'est une plante qu'on utilise énormément pour tout ce qui est dépression postpartum. On travaille avec des doulas. Donc bien entendu, toutes ces recommandations sont faites sur la base de ce qu'on voit en Colombie, et c'est pour la partie colombienne. Mais en Colombie, cette plante est utilisée vraiment pour cette connexion de la mère avec l'enfant, pour cette dépression postpartum. C'est une plante qui va purger au niveau émotionnel et au niveau hormonal. Donc voilà, la chichara. Ensuite, on a des plantes qui travaillent la colère, qui permettent de se libérer de la colère. Donnez-moi le nom de cette plante. Je l'ai prise ici. Je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui en avait besoin. Elle s'appelle Wantuk. Donc elle travaille. Wantuk. Elle travaille 2 choses principalement. Elle travaille la colère et elle travaille le propos de vie. Ok. Et donc c'est très intéressant parce que finalement, tant qu'on a cette colère qui opère comme un rideau de fumée et qui nous empêche de se rapprocher de nous-mêmes, c'est difficile de trouver son propos de vie et sa mission. Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi je suis venu sur Terre? Donc c'est une plante qui va nous permettre d'évacuer cette colère, de pardonner, donc de donner une part à ce qui s'est passé, d'accepter que ça se soit passé pour passer à autre chose. Et ça, ce sont les chamans d'Amazonie qui vous ont donné ces informations, enfin qui vous ont enseigné la nature de la plante qui permet ça. Exact. Puis on les a testés quand même. Bien sûr, j'imagine. Ouais. Ce qui fait que vous êtes allé chercher le grincheux de service qui passe son temps à gueuler, qui est jamais content et qui est en colère. Ouais. Et ça va. Ouais. Alors, vous m'avez dit 25 jours? 25 jours. 25 jours, 4 fois par jour. 2 sprays 4 fois par jour, exactement. Okay. 2 doses de spray. 2 doses. 4 fois par jour. Voilà, exactement. Pendant 25 jours. Exactement. Fini la colère.
Fini la colère, la compréhension que, je dirais, la colère, c'est pas en soi quelque chose de mauvais. Bien sûr. C'est quelque chose qui nous indique qu'on n'est pas en accord avec ce qui est en train de se passer. Ce qui est mauvais, c'est de la garder à l'intérieur ou de ne pas l'exprimer, ou de l'exprimer d'une manière violente face à la personne qu'on a en face. Donc, c'est apprendre à gérer cette colère. Finalement, ces élixirs sont là pour nous apprendre à gérer les émotions et à être capable de les faire naviguer à travers nous et de les restituer ou de les transformer. Alors, ce Wontook, c'est ça? Wontook. Wontook. Ce Wontook, il y a la plante à l'intérieur et quoi d'autre? La mixture, comment elle se... Alors, vous pouvez pas sans doute le dévoiler, c'est un secret de fabrication, j'imagine. Mais comment est-ce que vous... Alors, structurez. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est principalement moi-même qui vais en pleine Amazonie, donc auprès des communautés, avec les communautés accompagnées, parce que ce sont leurs forêts, cueillir les fleurs. Donc, il y a tout un processus de conscience et de relation avec les plantes et les élémentaux, qui est très important. D'ailleurs, on parle d'alchimie végétale. En alchimie végétale, chaque plante est connectée à un astre, à une planète. Et donc, si on travaille déjà cette plante avec le jour ou la planète avec laquelle elle est en relation, on va avoir un impact vibratoire qui est totalement différent. Et ça peut se mesurer facilement. On prend une plante, on la travaille les 7 jours, on verra que celle qui correspond au jour de la connexion, exemple, la Melissa officinalis, qui est une plante d'anxiété de cœur, qui permet de travailler les anxiétés de cœur, c'est une plante jupitérienne. Donc ça veut dire que son jour idéal, c'est le jeudi. Si je la travaille le jeudi, elle aura un potentiel vibratoire différent. Ça peut se mesurer avec des appareils, scientifiquement, et c'est juste extraordinaire. Il y a cette connexion avec les élémentaux, l'eau, l'air, le feu, la terre. Il y a cette demande de permission. Donc les premiers processus de fabrication se font sur place, en distillation, cycle fermé. Ensuite, on utilise de l'alcool, du brandy généralement. Donc l'alcool, en arabe, ça veut dire extraire l'âme. D'accord ? Donc en alchimie, on dit que c'est le mercure, c'est ce qui permet d'extraire l'esprit de la plante. Donc on va extraire d'abord cet esprit de la plante avec l'alcool pour ensuite le plasmer à de l'eau de source, de l'eau vivante. Mais entre deux, on va aussi extraire le champ de la plante. Vous avez quelqu'un qui est connu ici en France qui s'appelle Jean Toby, qui a développé un appareil qui permet d'extraire le champ de la plante. Donc nous, on va extraire ce champ de la plante. Pas toutes les plantes chantent tout de suite, chacune a son caractère. Et on va utiliser ce champ pour dynamiser nos eaux de source afin d'organiser les molécules à recevoir correctement l'information de la plante. Donc il y a une partie, on va dire, spirituelle ou ancestrale quand même dans nos rituels. Et puis ensuite, on ramène tout ça au laboratoire. Donc on quitte le champ des animaux, le cri des singes, on va en laboratoire. Et là, on s'évalue émotionnellement avant de rentrer en production. Parce qu'on sait très bien que l'expérimentateur a une influence sur l'expérience et peut influencer négativement cette expérience avec des pensées contaminantes. Donc il y a au niveau régulatoire, on est reconnu et approuvé par les autorités sanitaires. On rajoute des étapes qui sont pour nous importantes. C'est cette conscience à ce qu'on fait et cette présence à ce qu'on fait. Mais quand vous parlez du régulateur, pour savoir si le régulateur, c'est celui qui va manipuler dans le laboratoire? Non, le régulateur, c'est les entités régulatoires qui nous autorisent à produire et qui nous donnent les certifications de production. En tout cas, celui qui va qui va pratiquer. Alors celui qui pratique doit s'évaluer émotionnellement. Il doit s'évaluer émotionnellement. Ouais. Exercice hyper difficile. Bon, on apprend, mais c'est bien. De toute façon, en rentrant en production dans une approche comme ça, on se rend compte rapidement que notre esprit, au début, il part à droite, à gauche, on a des pensées qui viennent, et donc c'est un travail en soi, c'est un travail sur soi. Et on dit en alchimie végétale que non seulement on travaille la plante, mais la plante travaille sur nous. Donc c'est une relation bidirectionnelle. Même si elle a été coupée, pré-travaillée là-bas en Amazonie, avec le transport, etc., elle aura toujours la même force, la même puissance. Tout à fait, parce qu'on maintient cette force, parce qu'on maintient cette connexion. Donc il y a toute une conscience qui doit se faire depuis le début du maillon jusqu'à la fin. Wow, c'est incroyable ça. Donc juste, je reviens sur l'évaluation. Mais comment il s'évalue celui qui va manipuler? Alors il y a des protocoles. Puis au bout d'un moment, on connaît ces protocoles et puis on fait le travail. Et puis de toute façon, nous on est là généralement. Donc on voit les gens, on les connaît, on sait. C'est assez intime quand même. Ouais.
Oui, c'est pas une usine. Non, c'est pas une usine. Voilà, donc, vous n'êtes pas 200 dans l'usine à travailler le truc, quoi. Et puis ils sont invités à vraiment être honnêtes et sincères. Et donc ça crée un climat de confiance et ça permet vraiment de dire bah non, aujourd'hui je me sens pas et on va pas lui taper dessus. S'il dit non, je veux pas produire aujourd'hui, je me sens pas. Au contraire, c'est une forme de Et si c'est d'honnêteté. Et s'il produit en disant si ça va, je vais très bien, mais intérieurement il va pas bien. Donc il va influencer la plante. On va influencer, ouais, effectivement. Et donc ça se ressent dans la fiole. Ça peut se ressentir à la fiole. Donc on a quand nous on a créé Tatouin, on a eu cette envie de diffuser ces savoirs et puis finalement une partie des savoirs c'est cette présence à ce qu'on fait. C'est quelque chose de basique, hein, mais c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. On va dans notre cuisine, on coupe du persil ou du basilic qui sont des plantes qui ont un esprit en regardant peut-être la télé, en faisant autre chose, en pensant déjà à ce que je vais faire plus tard. Donc on perd ce lien de conscience. Donc finalement c'est déjà revenir à ce lien de conscience qui est important. Donc ensuite, il y a une fois qu'il a fait son petit exercice, son petit bilan émotionnel, si je puis dire, psychologique et autres, il se met au travail et en sort donc le produit final qui va être mis dans ces petites fioles. Voilà. Et vendu. Et vendu. Exactement. Il y a une partie intermédiaire qui est l'oraison au Père éternel, à la Mère divine, aux élémentaux, aux différents esprits qui sont là présents, aux esprits de la plante, en demandant pardon aux esprits de la plante aussi d'avoir pu maltraiter la nature. Donc il y a vraiment tout ça qui est rajouté et qui pour nous est important. Il y a un vrai protocole, hein. Il y a un vrai protocole, ouais. Ouais, que vous respectez Un vrai protocole qu'on fait consciemment. Donc c'est pas machinalement. Oui, c'est pas un truc mécanique. Voilà, exactement. C'est vraiment fait en conscience. Ouais. Ce qui est fou, c'est de se dire, est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant un cas de figure où vous vous dites, là, la plante, on va pas la mettre en exercice ou on va pas la mettre en fonction parce que voilà, il y a pas un bon ressenti ou il y a pas je sais pas comment on peut dire, un bon feeling où on sent que la plante ça va pas. Oui, tout à fait. Non, c'est arrivé déjà de jeter des lots complets ou de mettre de côté des plantes parce que les résultats qu'on a obtenus ne correspondaient pas à l'intersection. Okay. Donc oui, ça arrive effectivement. Et alors ensuite, vous testez, j'imagine, sur des gens? Oui. Alors généralement c'est la famille, les amis, les proches. Les enfants sont les meilleurs cochons d'Inde qu'on puisse avoir à la maison. C'est sûr. Ouais, tout à fait. Et donc là, vous avez les résultats significatifs? Oui. Donc on a dit l'estime de soi, l'amour de soi, la colère, la procrastination, la dépression. Donc là, on est en étude sur un des produits, justement étude préclinique avec la faculté de Rome. C'est une des plus vendues au monde. Voilà, c'est une plante qui s'appelle Chirixanango, qu'on utilise pour les froids. Les communautés indigènes disent qu'elle quitte les froids du corps et du cœur. Et donc c'est une plante, on dit que la dépression, ce sont des froids qui se créent, donc c'est des portes ouvertes où il y a le froid qui s'installe et puis qui fige en fait finalement une situation. Et c'est une plante qui est assez extraordinaire parce que là on a la sensation d'être figé et bloqué. Cette plante va déjà nous couper le mental le soir, elle va nous permettre de retrouver le sommeil et de s'endormir facilement. Et à travers la nuit, elle va nous montrer que là où on pensait ne pas avoir de solution, il y a des options. Et donc du coup, quand on se réveille le lendemain, on se dit oui, j'ai des options. Donc ça nous remotive à aller de l'avant et avancer. Et les médecins avec qui je travaille, notamment en Suisse, sur Genève ou à Lausanne, voient tous la dépression d'un œil différent que ce qu'on peut le voir de manière plus traditionnelle. On le voit d'un bon œil. On se dit, voilà, la personne, elle est arrivée à un moment de sa vie où elle est sur le point de bascule. Soit elle s'enferme dans ce qu'elle a plus envie de vivre, soit on l'aide à basculer de l'autre côté puis aller vers ce qu'elle a besoin et ce qu'elle veut manifester. Ces peuples ancestraux, ils n'utilisent pas le mot dépression. Non, enfin oui. Quand ils me voient arriver, il y a une communauté lécophane, ils me voient arriver de loin, ils me disent voilà le grand blond bipolaire dépressif qui vient nous visiter. Et ils rigolent tous. Hein. Évidemment. Ils comprennent pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on peut être dépressif. Est-ce que le sentiment, l'explication de la dépression chez eux a un sens? Ou est-ce que ça a une autre signification? Nous, on appelle ça dépression et évidemment, on a tout de suite l'image du dépressif, alors que c'est peut-être vu différemment chez eux?
Non, alors leur expression de la dépression, c'est la société occidentale et ses habitudes de consommation et et de vie, de lifestyle. Donc ils sont très bien conscients ils disent que ce qu'on vit en Occident, c'est dû à nos comportements, notre alimentation et nos habitudes. Cette plante, eux, ils la consomment. Nous, on la consomme avec du spray via ce que vous commercialisez. Eux, ils la consomment comme des Smarties. Ils la consomment différemment. Bien sûr, ils ont accès à ces plantes en pleine Amazonie, dans leur territoire, donc ils les consomment différemment. Mais ce qui est assez intéressant, je souhaite quand même le dire, c'est qu'il y a certaines communautés, notamment les Siona par exemple. Donc, on a travaillé avec le Taita Abuelo Laureano, qui est parti en 2019, il avait 108 ans à l'époque. Et donc, dans certaines cérémonies où ils ont des gens qui venaient les voir, ils donnaient nos essences florales à la fin de la cérémonie. Donc, les gens venaient prendre des plantes. Et ensuite, ils disaient, tiens, toi, t'as besoin de travailler ça. Donc, prends cette essence. Donc, pour nous, c'était juste extraordinaire de se dire que on est venu pour essayer de comprendre ces savoirs et les rendre accessibles à l'Occident. Et finalement, ces communautés valident notre travail et le diffusent aussi d'une manière Est-ce qu'ils ont connaissance de ça? Bien sûr. Du produit tel qu'il est? Oui, bien sûr. Avec le verre et le pchit dessus, ouais. Tout à fait. Ouais. Ils doivent halluciner. Ils hallucinent, mais ils sont très contents du travail et très reconnaissants de finalement faire perdurer ces savoirs au-delà de leur territoire. Donc pour eux, c'est une fierté. Alors, leur mode de consommation, la manière dont ils consomment la plante, comment ils procèdent là-bas? Ça dépend pour chaque plante. Généralement, ça peut être des potions. Donc, on va cuire certaines plantes, on va les faire cuire pendant plusieurs jours, et on va consommer. On va consommer d'autres parties des plantes. Ça dépend de chaque plante. Il faut savoir que fait assez intéressant, rien qu'en Colombie, on dit qu'il y a 80 000 plantes médicinales. Donc ça en fait, c'est vaste. Ça en fait une vastitude, comme on peut dire, juste extraordinaire. Dépression, colère, estime de soi, amour de soi, procrastination. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On pourrait présenter. On a une plante qui permet qui aide dans tous les cadres de burn-out. Le sommeil. C'est une plante qui aide à mettre des limites saines, à arrêter de se faire marcher dessus. Elle va travailler le territoire, elle va travailler cette énergie masculine, cette connexion à l'enfant intérieur, cette connexion à ses besoins et à ses propres limites. Donc c'est assez extraordinaire parce qu'elle va nous montrer que tes besoins, est-ce qu'ils sont respectés dans cette situation? Sinon, tu vas être capable de les exprimer d'une manière différente et puis de dire, écoute, ça me convient pas. Donc c'est en quelque sorte redevenir sa priorité numéro 1, être le centre de son univers, pas le centre de l'univers, mais le centre de son univers, pour pouvoir finalement ne pas se laisser impacter. Mais est-ce que c'est une plante à prendre en prévention ou est-ce que on est au cœur du burn-out et à ce moment-là, on prend la plante? Alors, généralement ici, on est habitué à prendre les choses une fois que le problème a apparu. Exact. Cela dit, c'est de la médecine préventive. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle en Suisse, c'est comme ça qu'on l'appelle en Colombie. L'idée, c'est vraiment on a cette tendance aujourd'hui, c'est de prendre soin de soi avant que le problème arrive. Donc, c'est apprendre à se connaître. Et ces plantes, elles permettent d'une certaine manière de se reconnecter à soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre mes fonctionnements, mes limites. Et dès le moment que je connais mes limites, je connais mes manières de fonctionnement, ça va être plus facile d'interagir et de naviguer dans un monde qui est de plus en plus complexe. C'est vraiment fascinant parce que on a souvent tendance à se dire, et vous allez me dire si c'est vrai, il y a cette expression qui dit de toute façon ça peut pas te faire de mal, ce sont des plantes. Nous on dit ça à n'importe quelle petite gélule qu'on va prendre, des compléments alimentaires, etc., etc. Est-ce que on a le droit de dire ça avec les plantes que vous proposez? De toute façon, même si on tape à côté, c'est pas très grave, ce ne sont que des plantes. Alors, ça serait prétentieux de dire oui, parce que quand même un des pères fondateurs de l'alchimie, c'est Paracels, qui disait que en fait la toxicité est dans la dose. D'accord? Donc pour tout ce qu'on peut trouver sur Terre, en fait la toxicité se trouve dans la dose, un excès de
un excès d'eau, un excès de certains éléments qui nous font du bien, peuvent amener un déséquilibre et être toxiques. Ce qui est intéressant avec ces plantes, c'est qu'elles sont adaptogènes. Donc, on a une plante, par exemple, qui est pour l'épuisement physique et mental, qu'on utilise dans des cadres addictifs pour tout ce qui est complément. Et donc, on pourrait se dire, un enfant qui est hyperactif, qui a trop d'énergie, mais qui a vraiment trop d'énergie, pas les faux hyperactifs diagnostiqués aujourd'hui, où finalement on veut des enfants qui ne bougent pas et qui restent tranquilles et qui n'exportent plus. On pourrait se dire, s'il prend cette plante, il va être encore plus excité. Non, en fait, ça va le niveler contre le bas. De la même façon que si j'ai pas suffisamment d'énergie, ça va remonter mon énergie contre le haut. Donc il y a ce côté adaptogène qui est assez intéressant, qui fait que finalement on a dans ces produits la vibration de la plante, et c'est cette vibration qui va interagir avec l'individu de manière adaptative. Exemple, vitamine C, vitamine D, est-ce qu'il y a des plantes équivalentes à ces mêmes vitamines? Bon, la vitamine C, la vitamine D, on le retrouve dans certaines huiles, dans certaines plantes, dans certains fruits, etc., etc. Effectivement, c'est toujours mieux dans l'approche ancestrale de consommer la plante entière que de consommer une partie de la plante. J'ai toujours cet exemple de la canne à sucre pour les diabétiques. D'accord? Donc, le diabétique, s'il prend le bulbe de la canne à sucre et il le mange, chose que je déconseille fortement, il y a de grandes chances qu'il meure. D'accord? Par contre, s'il mange le bulbe et droit derrière, il mange la pointe, en fait, il va avoir ce mécanisme de neutralisation, d'antidote, qui va neutraliser les effets négatifs que pourrait avoir la plante sur la personne. Donc, c'est cet effet entourage que décrit très bien Ethan Russo, qui est un scientifique américain, qui permet d'avoir le mécanisme d'activation et de régulation dans chaque plante. Donc, c'est toujours plus intéressant de consommer une plante dans sa totalité qui contiendrait de la vitamine C ou du poisson qui contient de la vitamine D, etc., que d'aller chercher des éléments isolés ou des pilules ou des gélules. Les omégas. Les omégas, ouais. Mais alors, moi, je suis quand même effaré parce que je me dis, attends, quand vous arrivez avec des produits de plantes qui sont validés depuis des centaines d'années par ces peuples premiers, de ce savoir ancestral, que vous arrivez à avoir des résultats, notamment avec des tests que vous pouvez faire d'abord dans votre entourage proche et puis ensuite à une échelle un peu plus importante, mais j'hallucine de se dire qu'il n'y a pas une autorité française ou suisse qui se dise pas « Attends Coco, viens voir ici, qu'est-ce que tu nous proposes là ?» C'est une alternative à une consommation de médicaments, alors évidemment, souvent excessive. Mais il n'y a personne en France qui vous dit « Attends, ça c'est intéressant. Faisons des analyses plus pointues, plus poussées, plus scientifiques pour que ce soit validé par les instances médicales en France. » Personne ne vous dit ça. Non. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je l'imagine, mais tout le monde va l'imaginer. Ouais. C'est chasse gardée, voilà, c'est tout. Mais ce qui est assez intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est par exemple le tabac. Le tabac, c'est une plante médicinale, c'est une plante maîtresse, d'accord? Et donc le tabac, c'est une plante qui est utilisée depuis des milliers d'années. C'est une des plantes bases en médecine ancestrale. Et donc, nous, on l'utilise notamment dans un spray nasal pour tout ce qui est troubles dégénératifs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a une étude qui est sortie en 2022, sauf erreur, du NIH, donc le National Institute of Health aux États-Unis, qui démontre qu'effectivement la nicotine a des effets sur la plasticité au niveau du cerveau, qui a des effets neurogénérateurs au niveau cérébral. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en 2022, finalement, on démontre d'une certaine manière ce que ces communautés et peuples premiers savent depuis des milliers d'années. Et chose assez intéressante, c'est que il y a certaines conditions dégénératives que ces communautés n'expérimentent pas, comme l'Alzheimer, par exemple. Et bien sûr, ils ont des habitudes et un style de vie qui est totalement différent du nôtre. Mais ça, c'est le genre de maladie qu'ils ne connaissent pas. C'est le genre de maladie qu'ils ne connaissent pas. Donc les peuples premiers, quand on parle de peuples premiers, c'est ceux qui continuent à vivre selon leur tradition première, comme on a vu dans les photos tout à l'heure.
Parce que bien sûr, la Colombie et les autres pays d'Amérique latine sont aussi bien occidentalisés. Ouais. Mais ces peuples premiers, purs et durs, comme on dit, de souche, ils connaissent les cancers, ils connaissent toutes ces maladies qui ravagent notre monde occidental? Alors pas vraiment. Parce que ils n'ont pas ça, eux. Ils sont pas atteints par ce genre de maladie? Ouais, effectivement. C'est beaucoup moins présent, on va dire. Après, c'est vrai que j'ai rencontré certaines communautés, notamment par exemple les Toubous qui sont côté de l'Amazonie, Putumayo, qui ont été déplacés. Donc c'est une forme de déculturalisation de ces communautés. Donc ils sont parqués dans des villes, dans des grandes villes, par exemple à Cali, une ville qui a plus ou moins 5 millions d'habitants. Donc ils sont déplacés, ils commencent à avoir des habitudes qui sont plus occidentales, donc ils commencent à boire de l'alcool, à manger, aller au fast-food, donc avoir des habitudes qui sont plus très saines et plus très connectées à la terre. Et puis là, ils commencent à expérimenter des maladies occidentales, effectivement. C'est à Cali que vous avez créé Tatoi. Exactement. En 2014. Voilà. Ouais, ça. Le temple de la salsa. Le temple de la salsa. Que vous dansez? Oui, et comme un robot allemand, je dis chaud. Mais c'est raide comme un piquet. Hein. Ouais, ça, ouais. On s'améliore avec les gens. C'est incroyable. Non, c'est fascinant. Honnêtement, c'est fascinant. J'entends d'ici évidemment peut-être quelques réflexions de personnes qui disent oui, bien sûr, il vient vendre ses produits, il vient nous dire que c'est du miracle, il faut faire attention, c'est pas testé, c'est pas comment dirais-je analysé à grande échelle de manière très scientifique, très protocolaire, comme on aime si bien le faire en Occident et particulièrement en France ou en Europe au sens large. En tout cas, vous tendez à ça. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que effectivement, si j'ai 5 patients qui viennent avec une problématique et puis sur les 5, il y en a 4 qui repartent transformés, bah c'est pas une large échelle, mais c'est déjà une échelle qui me permet de dire ça fonctionne. La deuxième, c'est que effectivement, ce ne sont pas des produits miracles, et je pense qu'il n'existe aucun produit miracle sur Terre qui va faire le boulot à notre place. Et donc du coup, ces plantes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont nous mettre en lumière les problématiques, les difficultés, ce qu'on est en train de vivre. Après, c'est à nous de changer. C'est à nous de mettre en place les actions afin d'aller vers le changement. Et ce ne sont que, encore une fois, vous ne préconisez pas des arrêts de traitement ou de choses comme ça. Encore une fois, c'est en complément. Ouais, pas du tout. C'est en complément, ouais, effectivement. Tout à fait. Vous faites bien de le préciser. Ouais, c'est important, parce que vous savez, on marche sur des œufs quand on aborde ce genre de sujet. Mais je me dis, restons d'abord ouverts à ça, testons, allez voir sur le site Tatwa, Tatwa, allez voir sur le site tous les produits et tout ce qui est préconisé. 25 jours, 4 fois par jour, 2 fois, hop, terminé. Et on essaie, on teste. Exact. On verra bien si vous avez des problèmes de sommeil, d'épuisement physique, de dépression, de procrastination, de burn-out, d'estime de soi, d'amour de soi. On rabâche ces sujets à longueur de temps sur cette chaîne. Bon, il y a ça. Essayons. Donc, celui-là, vous m'avez dit, c'était ça va essence travailler florale de plantes maîtresse. Voilà, ça c'est Chagropanga. Elle travaille tout ce qui est chakra et glandes derrière les chakras. Okay. Elle permet d'amplifier vraiment les rêves. Donc elle va travailler la Kundalini, tout ce qui est yoga, méditation, même thérapeute. Okay. Ça va permettre de vraiment se connecter et d'avoir cette expansion. Ok. Et l'autre, Kapi, c'est le focus, c'est l'esprit clair, c'est le moment présent. Non, je vais mettre une croix sur celui-là là, parce que là, je vais vous dire. C'est la préférée des femmes généralement. Ah oui. Parce que les femmes, elles ont cette capacité qu'on n'a peut-être pas. Enfin, on a tous du yin et du yang à l'intérieur, mais de faire beaucoup de choses en même temps. Puis des fois, dans le beaucoup de choses en même temps, on se perd à la fin de la journée. Puis on a l'impression d'avoir fait beaucoup, mais rien à la fois. Donc c'est une plante qui va nous mettre sur ce qui est prioritaire pour soi et c'est assez intéressant. Combien de gammes vous avez de produits Donc on a 9 plantes maîtresses. Ici, puis en Colombie, on a une 60aine qui attendent en portillon pour pouvoir rentrer. Ouais. Et sur ces 9, c'est les problématiques qu'on vient de trouver: burn-out, sommeil, procrastination, dépression. On a tristesse, manipulation, attachement, possessivité, excès de contrôle. Excès de contrôle. Intolérance, les gens qui mettent la barre trop haut. Excès de contrôle, c'est laquelle? C'est quoi le nom? Elle s'appelle Canapa. Canapa.
Voilà. Je l'écris en phonétique, comme ça, je vais la retrouver, je vais la prendre sur votre site. Canapa, voilà. Excès de contrôle. C'est pour qui? C'est pour moi. Ah, d'accord. Ah non, il faut que je contrôle tout, donc C'est bien. ça me pollue l'existence, ça, je vous Okay. assure. Il faut que je sois dans le contrôle de tout. Donc vous prendrez la Canapa avec celle, Avec ça? voilà, qui va vous expliquer pourquoi vous êtes dans l'excès de contrôle. Puis dès le moment que vous comprenez pourquoi vous êtes dans l'excès de contrôle, Ouais. bah c'est plus facile de changer quand même. Bah oui, évidemment. Je fais ça parce que j'ai vécu un traumatisme peut-être à l'enfance qui en lien au père, j'en sais rien, qui fait que si je faisais pas bien les choses, bah en fait Ouais. je me faisais taper sur la gueule. Et ça, j'aurai la réponse en rêve. Voilà. Ouais. Mais c'est fou, c'est incroyable. Mais moi, je vais prendre ça et je vais tester. Et dans 25 jours, je reviens et le type, il est plus du tout dans le contrôle. Il va dire à ses équipes, je sais quoi, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je contrôle pas. Non, mais essayons. Tout à fait. Testons, puis on verra bien. Alors je rappelle, on travaille avec des psychiatres en Suisse Ouais. qui les recommandent et qui en complément sûrement ou comme Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où il est préférable, est-ce que ça se prend avant un repas, après les repas ou... quand vous le sentez. Ok. C'est le plus simple. Donc 2 sprays. Moi, ce que je préconise, comme il y a 4 prises par jour, c'est 2 sprays au réveil, puis les 2 derniers juste avant de se coucher. Comme ça, Ok. les rêves vont être vraiment spécifiques. Ah, fort. Je Et vais puis le faire ce après, soir. 2 à 3 prises entre deux. Et puis dynamiser les produits dans la paume de votre main avant chaque utilisation et Ah bon l'expérience. Voilà, Donc comme ça. voilà, exact. Ok. Ok. Vous pouvez déjà commencer. Hein. Je vais me gêner, tiens. Ça n'a pas trop de goût. Non. Ça va. Il y a un petit goût alcoolisé, Ouais, un petit peu. mais ça va. Non, mais moi je dis qu'il faut le tester. Dans 25 jours, on refera un petit point. On Mais fera le bilan. Ouais, on fera le bilan. Tatwa, Tatwa, ça veut dire? Alors Tatwa, c'est intéressant parce que quand on a choisi ce nom, c'est les 5 éléments de la nature en sanskrit. Mm. On s'est dit le sanskrit, c'est une des langues les plus anciennes qui, pour chaque mot, véhicule la vibration du mot. Donc on a choisi ce nom. Et quand je suis arrivé en Amérique latine, j'ai connu les Kofan, dont l'autorité supérieure était le Taita Abuelo Cherubin, qui est décédé l'année passée à 113 ans. Et donc le Taita Javier, qui m'a fait ce bracelet, J'allais vous poser la question. voilà, il m'a offert ce bracelet parce qu'en fait, il avait un joli chapeau avec cette croix, puis il me dit, bah, ça c'est la Tatwa Chakana. Donc c'est la croix des 4 directions en médecine andine. Donc on a les 4 directions. Si on prend l'alchimie, on rajoute la verticalité de l'homme qui maintient le système en équilibre. Donc finalement, on a ce mélange d'alchimie, d'occidental, de sanskrit, et d'ancestral. C'est fascinant. C'est tatwa.com, c'est ça? Tatwa.eu. .eu. Voilà, tatwa.eu. Juste un truc, on n'a pas mis anxiété, peur, Anxiété, peur, stress. Alors l'anxiété, ça dépend. Il y a la chichara qui travaille l'anxiété. Après, les anxiétés de faim, c'est plus la kuka, celle qui travaille l'épuisement physique et mental. Le stress, finalement, toutes ces émotions non exprimées génèrent du stress. Donc pourquoi le stress est là? Pourquoi il s'est installé? Est-ce que j'ai de l'incapacité à mettre des limites? Est-ce que j'ai pas confiance en moi et donc du coup je doute de moi à chaque fois que je fais quelque chose? Et ça, c'est laquelle? Ben, ça dépend. Anxiété. Anxiété, vous avez la chichara et vous avez la kuka, qui sont 2 essences qui travaillent l'anxiété. La chichara, là? Chichara, c'est celle qu'on travaille pour la confiance en soi et l'amour pour soi aussi. Non, c'est pas ça. L'autre. Kuka, La kuka, c'est épuisement physique et mental. épuisement physique et mental. C'est pour moi. Génial. La kuka. Voilà. Kuka. Ok. Ah, c'est pour vous aussi. Ouais, c'est pour moi aussi. Cool. Mais moi, je coche toutes les cases, hein, je vous le dis Ah, tout de suite, ouais. hein, les 9 d'entrée de jeu. Mais je vous rassure, on coche tous Mais toutes oui, les cases. mais oui, Et mais vous oui, savez mais- pourquoi? Non? Parce que quand on a cherché les plantes, ce sont les plantes qui nous ont trouvés. Et c'est une petite histoire qui est assez intéressante parce que on cherchait l'orange qui est la chagropanga. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle L'étreinte du serpent d'un ethnobiologue allemand qui va en Colombie chercher cette plante qui est sortie en 2018. Alors nous, on a cherché la plante avant que le film sorte. Et puis on est tombé sur la chichara en premier. Puis la deuxième, puis la troisième, puis et rapidement on a trouvé 9 plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que 9, c'est l'accomplissement de l'homme, c'est la complétude en termes de symbolique et de numérologie. Et les plantes sont arrivées dans l'ordre de l'évolution de l'être humain, de la naissance à la mort. Et on a tout le cycle de l'évolution de l'être humain. Donc c'est normal de se retrouver dans chaque plante parce que chaque plante correspond à une dimension de l'être. Est-ce qu'on peut cumuler? On peut cumuler, mais je dirais 1 à 2 plantes maximum. Ok.
Ce sont des plantes maîtresses. Et un bon maître est là pour nous mettre des obstacles sur notre chemin. Et donc, afin qu'on comprenne et qu'on dépasse. Donc, plusieurs plantes, c'est plusieurs coups de pied aux fesses. Et donc, ça peut être relativement intense, suivant comment. D'accord. Et normalement, sur une personne normalement constituée, il faut qu'elle attende 25 jours pour ressentir les bienfaits ou ça va venir progressivement? C'est assez rapide, généralement. C'est assez rapide. On préconise 25 jours parce que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cellule, c'est ce qui résiste au changement. Et donc, à chaque fois que je veux changer, la cellule va envoyer des signaux au cerveau pour qu'il sécrète des hormones d'inconfort, pour nous maintenir dans cette zone du connu, parce que la cellule préfère vivre quelque chose qu'elle connaît que de prendre le risque de vivre quelque chose qui soit plus dangereux ou pire, de manière schématique. Et donc, du coup, en changeant la vibration au niveau cellulaire de manière 25 jours, on monte en vibration. Et puis, forcément, au niveau information, on connecte sur un autre champ d'information. On a une vibration différente, on connecte à un autre champ d'information. Et donc, ça va être plus facile de changer. C'est génial. Il faut tester. Kuka, Chagropanga. Je vous envoie un kit complet, je crois. Kanapa. Kanapa. Ouais. Voilà, exactement. Non, mais voilà. Je pense qu'il faut d'abord avoir, et c'est pour ça que cette chaîne existe, c'est parce qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit. Je pense qu'il faut aussi Wontook. Wontook. Ouais, je note aussi. Vous avez vu, j'ai noté au fur et à mesure. Je pense qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit. Je pense qu'il faut tester et puis voir si effectivement il y a un résultat probant chez nous, sur chacun d'entre nous. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure. Peut-être un petit bémol là-dessus, non? Ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire un bémol au niveau Parce que ce sont des enfants, donc est-ce que véritablement... au niveau de la prise? Ouais. Alors oui, en tout cas, ça dépend de chaque marché et de chaque pays et des régulations des pays. Mais en tout cas, en Suisse, en vente libre, en pharmacie, c'est-à-dire qu'on peut le donner du nouveau-né à la personne en fin de vie. Alors vous avez vu, ça sent un petit peu l'alcool, mais dans une dose journalière, il y a moins d'alcool que lors de la métabolisation d'une banane par le foie. Et la oui, donc il y a aucun souci. Après, on peut très bien les mélanger dans de l'eau. Donc ça dépend de chaque personne, effectivement. Ça va, c'est buvable. Hein, c'est vrai que pour un nouveau-né, on va pas lui mettre ça sous la langue, on va plutôt le mettre dans le biberon ou dans de l'eau. Enfin, un nouveau-né, un enfant d'un certain âge. Bon, j'ai pris 2 petites doses. J'en reprendrai 2 avant de me coucher ce soir. Voilà. Et je vais faire des beaux rêves. Voilà. Vous me raconterez. Et puis je vous raconterai, je vous fais un petit débrief dans la foulée. Non, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Et surtout, d'abord, ça se teste. Et puis, quand on voit, encore une fois, on peut remonter une dernière fois, quand on voit ces gens qui ont ce savoir depuis des millénaires, eux sont quand même la preuve vivante qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne, quoi. Tout à fait, et qui on va même au-delà, qui ont cette volonté de nous aider. Ouais. Parce qu'on a quand même, enfin, on se met pas dans le lot, mais je veux dire, ils ont quand même été exterminés ou combattus par les conquistadors à l'époque. Ils ont dû se retirer. Les Arhuacos se sont retirés sur le haut de la montagne, et ils ont quand même cette volonté de nous aider et d'aider l'humanité. Donc, ils ont un sens qui va au-delà de l'humanité. C'est la nature, où ils considèrent que nous sommes la nature et la nature est nous. Et donc, c'est assez intéressant. Et alors, ce que je me posais comme question, c'est que j'ai vu des reportages là-dessus, et notamment sur le fait d'aller à la cueillette de ces plantes. Est-ce que, comme un potager chez nous en France, ils font des cultures de ces plantes-là spécifiques, ou alors ils vont les chercher dans le milieu naturel où la plante vit, progresse et meurt dans un endroit bien spécifique, mais que la plante elle-même a choisi? Alors tout à fait, c'est un bon point. Effectivement, la plante choisit de pousser là où elle doit pousser. Okay. Et on travaille avec des plantes sylvestres, donc des plantes sauvages. Et donc on va chercher ces plantes parce que finalement, et je crois que c'est Jean Toby qui l'explique dans un de ses podcasts, je me rappelle plus le nom du podcast, ça reviendra, que si on coupe un arbre et on replante un arbre au même endroit, il y aura pas le même rayonnement que l'arbre qui a été coupé. Et finalement, cette intelligence universelle, la plante sait mieux où elle doit pousser pour donner son plein potentiel. Elle va pas pousser là où le sol n'est pas suffisamment bon pour elle. Et donc du coup, ça veut dire que si on prend des plantes sauvages, on a cette garantie d'avoir une plante qui peut donner le meilleur de soi-même. Génial.
C'est parfait. Merci beaucoup, Laurent. Les savoirs ancestraux, cette médecine naturelle, intégrative, ancestrale, évidemment, avec tout ce que ces peuples premiers savent depuis si longtemps. Et nous, on arriverait avec nos gros sabots en disant « mais non, ça n'existe pas ». Ouais, commençons déjà par humblement écouter, tester, pratiquer, et puis on voit ensuite en tout cas, quelle est la plante qui nous correspond le mieux. Et alors, vous avez mis aussi... ah oui, on les visualise. On voit quelle plante c'est. Oui, alors ça, c'est les photos des fleurs qu'on a pris juste avant de les cueillir. Ouais. Et donc, le petit bandeau au-dessus, c'est la couleur de la fleur, effectivement. Ouais, c'est ça. Et hop là, elle est là. Voilà, couleur de la fleur. Oui, parce qu'on parle de plante, on pourrait s'imaginer simplement une tige verte avec des feuilles vertes. Non, c'est la fleur. Dans ce type de produit, effectivement, on va extraire la fleur parce que la fleur, c'est le système hormonal de la plante. Et l'objectif, c'est de connecter ce système hormonal à notre système hormonal, selon les travaux du docteur Bach à l'époque, qui a fait des travaux extraordinaires, qui était un médecin qui a choisi une voie un peu différente. Et donc, en connectant ces deux systèmes, on peut avoir cette intelligence artificielle, universelle. On n'y est pas encore hein, dans l'intelligence artificielle avec les plantes. Mais bon, merci beaucoup Laurent. Quand est-ce que vous retournez là-bas alors pour le coup? Alors normalement, je devrais retourner en avril. Et voilà, il y a des cueillettes qui se font. Les plantes, il y a certaines périodes de l'année où il y a des plantes qui poussent. Il y a d'autres plantes avec lesquelles on travaille qui ne fleurissent qu'une fois par année, donc il faut être présent et aller rencontrer ces communautés et ces magnifiques peuples. Extraordinaire. Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes sur place? Ce qu'ils nous offrent, mais c'est merveilleux. C'est vrai. Ah ouais. Ils ont des petits élevages de petits sangliers. Ils ont certaines plantes. On cuisine sur du feu. Ils sont heureux? Ils sont heureux, mais ils sont. Quand on s'est rendu chez eux en 2022, ils étaient persécutés. Il y a eu une infiltration d'une des communautés, les Arhuacos. Ils nous ont fait venir, ils nous ont fait rentrer en cachette. Et donc, il y a eu une infiltration, il y avait des séquestrations, des tortures. Donc, c'était un peu électrique, l'ambiance. C'est dangereux? Je sais pas. Non? Oui, tout est dangereux, finalement. Oui, et rien n'est dangereux. C'est sûr. Mais leur vision du monde va au-delà de leur propre personne et de l'humanité. C'est ça qui est assez intéressant. Laurent Geller, Tatwa, tatwa.eu pour le site. Vous avez le descriptif avec les différentes plantes et sur 25 jours, 4 fois par jour, 2 doses. Voilà. Et puis vous verrez un peu, évidemment, si les choses s'améliorent. Moi, je vous promets que je vous tiens au courant. Je vais aller m'en procurer sur le site et puis ensuite, je vais choisir parmi tout ce que vous avez énoncé. Bon, le diabète, ça va. La tristesse, ça va. Wontouk, peut-être. Et puis, petit canapa, je pense que ça va être nécessaire. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Marc. Merci infiniment. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez parce que c'est important. Et puis, vous nous dites surtout de quelle manière vous appréhendez cela et comment les choses résonnent à l'écoute de ce que vous venez d'entendre pendant plus d'1 heure. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.